Christophe Barraud est avec nous en plateau pour revenir sur l'actualité économique de cette semaine. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors je rappelle donc que vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Market Securities, on le rappelle rapidement, qui est une société de courtage spécialisée dans les produits dérivés pour les institutionnels. C'est bien ça? C'est ça. Alors on va évidemment revenir sur l'actualité de la semaine. On commence par le feuilleton en fait qui nous a alimenté presque tous les jours. On en parlait même juste avant de commencer cette émission. Une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors on avait l'impression hier, et c'est pour ça que les marchés remontaient, que ça s'était un petit peu calmé. Un tweet de Donald Trump, puis le conseiller économique justement de Trump qui disait en fait on est en négociation, on n'est pas en guerre commerciale. Et puis finalement dans la nuit en fait ça a rebasculé entre guillemets. Oui, dans la nuit en fait une volonté de Donald Trump de potentiellement examiner de nouveaux tarifs. Donc là on serait sur 100 milliards supplémentaires, donc en plus des 50 milliards évoqués récemment et en plus de ceux qui avaient été donc sur l'acier et l'aluminium. Donc vraiment, voilà, manière peut-être de mettre encore plus de pression sur la Chine en amont des négociations, donc sur les premiers 50 milliards qui ont été déjà dévoilés dans la presse. Alors c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre la stratégie parce qu'au début on se dit bon il y va frontalement, puis finalement on recule, on négocie, puis finalement on y retourne frontalement. Qu'est-ce qu'on peut lire du coup de la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de la Chine aujourd'hui? Alors il y a un certain nombre de points qui sont relativement clairs, à savoir vraiment une idée sur la propriété intellectuelle de mettre, je dirais, un certain nombre de frein à l'idée de la Chine de ce qu'on appelle le Made in China 2025, l'idée que la Chine devienne un nouveau pôle à haute valeur technologique. Et donc les Américains sont plus dans une posture où, quoi qu'il arrive, ils veulent éviter un certain nombre de choses, notamment les acquisitions sauvages en provenance de Chine. Et c'est un petit peu dans cette idée-là qu'ils veulent mettre un certain nombre de barrières. Donc la question sera de savoir si déjà sur les premiers 50 milliards, il va y avoir tout un tas de négociations, donc il y a une période... Pour l'instant, c'est pas fait en fait, c'est des effets d'annonce entre guillemets. Voilà, on fixe un petit peu les limites du cadre, c'est un petit peu comme ce qu'on peut appeler un draft. L'idée, c'est qu'il va y avoir tout un tas de consultations donc, qui vont s'achever notamment le 22 mai. Donc jusque-là, voilà, les entreprises vont faire part de leurs revendications, de leurs objections. Et ensuite, à partir de cette période-là, Donald Trump aura à peu près 180 jours pour prendre une décision. Et fonction de cette décision, les Chinois ont dit, voilà, on répliquera pour dollar par dollar. Ok, donc œil pour œil, dent pour dent, c'est un peu ce dans quoi on s'est engagé aujourd'hui. Juste une question, on parle donc du Made in China, Made in 25. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à la Chine en matière de propriété intellectuelle aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que les États-Unis leur reprochent en tout cas? Aujourd'hui, en fait, c'est peut-être un manque de réciprocité parce qu'aujourd'hui, si vous regardez côté chinois, il y a vraiment une ligne rouge sur le fait que les Américains puissent acquérir des technologies en Chine ou acheter des sociétés, c'est quasiment impossible. L'inverse n'est pas vrai, le marché américain étant un des marchés les plus ouverts au monde. Donc c'est peut-être un petit peu là où il y a déjà une source, je dirais, de discorde. Et après, il y a aussi une volonté, je dirais, de remettre un petit peu les choses à plat après des années où on a laissé, je veux dire, les Chinois s'implanter aux États-Unis et pas forcément appliquer l'ensemble des règles donc du commerce mondial, etc. Donc c'est voilà, des reproches de long terme, plus vraiment une volonté ciblée sur la partie technologique et je dirais contrecarrer quelque part d'un point de vue géopolitique le projet ambitieux de la Chine pour 2025. Donc arrêter de venir chercher nos technologies sans partager les vôtres entre guillemets, c'est jouons à armes égales si je comprends bien sur ce dossier. Alors ça c'était donc pour le feuilleton guerre commerciale Chine-États-Unis, mais de manière générale l'économie américaine va plutôt bien cette semaine. Quels sont les indicateurs qu'on peut avoir? Alors si on regarde les derniers chiffres, alors on a eu des chiffres qui ont mis en évidence un petit ralentissement pour le mois de mars. Ça peut potentiellement se confirmer avec le rapport de l'emploi aujourd'hui, donc les créations d'emplois. Attendu à 14h30 du coup. Exactement. Mais globalement, si on prend sur l'ensemble du trimestre, on est toujours sur des rythmes de croissance qui sont de l'ordre de 2% ou quelque chose comme ça. Donc pas vraiment de signaux inquiétants. Le point intéressant aussi, vous l'aviez évoqué au début, c'est le déficit commercial américain qui lui, pendant ce temps-là, continue de se creuser. Donc ça peut être aussi quelque chose sur lequel Donald Trump va continuer de s'appuyer et qui ne va pas forcément permettre de diminuer les tensions à court terme. Donc ça c'est un argument de négociation pour Donald Trump, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les États-Unis aujourd'hui, ce déficit commercial. Clairement, donc c'est structurel, c'est pas vraiment nouveau, hein. Ça fait quand même un
un long moment qu'on est dans cette situation. Donc si on prend le déficit dans sa totalité, on était donc sur le plus gros déficit depuis octobre 2008. Mais si vous prenez aussi le déficit donc hors pétrole, on s'approche du plus gros déficit historiquement. Donc le dernier chiffre le plus important, c'était décembre. Là, donc sur le chiffre de février, on était très proche de cette limite-là. Donc vraiment, ça va au-delà du conflit avec la Chine et c'est plus, je dirais, une question structurelle, une question de mondialisation, etc. Donc le conflit avec la Chine en fait agit en quelque sorte comme un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets des problèmes, je ne sais pas, mais en tout cas des explications beaucoup plus structurelles peut-être à la baisse des marchés sur les débuts de semaine et même de manière plus générale. Et derrière, en fait, ce conflit est juste pas forcément un moyen de parler d'autre chose, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément fondamental comparé aux problèmes structurels. Voilà, si vous prenez vraiment les chiffres dans le détail de potentielles implications, donc tarifs douaniers US sur la Chine et la réciprocité, en termes d'impact, on sait très bien que toutes les mesures ne vont pas être appliquées, qu'il va y avoir des négociations, que voilà, les effets s'annulent plus ou moins et l'impact purement économique, en fait, il peut être limité, du moins à court terme. Le vrai risque, en fait, c'est l'effet qu'on peut caractériser d'indirect et l'impact que ça va avoir sur la confiance, donc des ménages, mais surtout des entreprises. Donc, que ce soit bien entendu aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et les marchés financiers s'intéressent, je dirais, plus à cet effet de second tour et à la persistance de cette situation. Donc est-ce que c'est vraiment un phénomène de court terme ou est-ce, comme on le pense, ça va durer jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au moins aux élections de mi-mandat aux États-Unis qui sont censées être au mois de novembre? Alors côté entreprise, il y a des entreprises dont on a beaucoup parlé cette semaine qui sont les valeurs technologiques, avec notamment en tête Facebook avec le scandale Cambridge Analytica et également Amazon, donc avec les tweets de Trump vis-à-vis de Jeff Bezos directement et parfois des passe-droits qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des services postiers américains ou en tout cas des tarifs préférentiels. On a vu un recul sur le début de la semaine, puis finalement une annonce de Mark Zuckerberg qui coïncidait avec l'annonce de Trump sur la Chine hier et tout ça repart. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre en fait, que les gens sont un petit peu indécis, qu'il y a une peur de bulle, donc on y va mais on n'y va pas trop et en fait on attend de voir un peu en fonction des informations? Alors il y a plusieurs choses. Déjà il faut replacer dans le contexte, donc c'est des valeurs qui ont extrêmement progressé dernièrement, surtout sur 2017. C'est des valeurs aussi sur lesquelles il faut attacher beaucoup d'importance puisque leur poids dans les indices a beaucoup monté. Si vous prenez la technologie, à la fin du mois de février, c'était à peu près 25% du S&P et les 5 plus grosses sociétés de la techno représentaient à peu près 14% de l'indice. Donc il y a une vraie sensibilité vis-à-vis de ces valeurs technologiques. Et aujourd'hui, elles sont dans une phase un petit peu tendue où elles font face à des risques qu'on peut caractériser de systémiques. Donc, dans le sens où Trump qui, sous couvert de la propriété intellectuelle, interdit les acquisitions donc, en provenance de Chine. Vous avez potentiellement aussi une remise en question par rapport à Facebook et plutôt éthique sur le fait de comment on va gérer les données, est-ce qu'on aura le droit de les vendre ou pas. Donc une régulation peut-être à venir. Et un dernier point sur le plan systémique, c'est aussi peut-être sur le plan fiscal où effectivement il y a des passe-droits et il y a des zones, notamment en Europe, où les autorités souhaitent imposer une taxe sur le chiffre d'affaires, etc. Puis vous avez aussi tout un tas comme vous l'avez évoqué, de risques un petit peu spécifiques à chaque entreprise. Donc le tout fait qu'on est dans un climat où la volatilité sur le marché technologique a explosé dernièrement et l'écart récemment par rapport à la volatilité sur le marché donc S&P classique dans son ensemble, on était sur un plus haut depuis 2004, quelque chose comme ça. Donc les gens sont plus dans une posture où on est attentiste, où on va attendre de voir comment évoluent les débats autour de la régulation. Et ensuite, je pense que les résultats des entreprises qui vont arriver très bientôt vont peut-être reprendre un petit peu le dessus et on va se refocaliser sur les chiffres. Un mot peut-être juste sur Facebook, vous l'avez évoqué parce que c'est un bon exemple je trouve. C'est vrai qu'on a d'un côté l'arrivée du régulateur qui va nous parler éthique de l'utilisation des données et de l'autre Mark Zuckerberg qui nous dit alors certes il y a eu un scandale mais il n'y a pas eu d'impact significatif sur mes ventes de publicité ou sur le trafic de mon site. Du coup les investisseurs ils vont suivre quoi? Ils vont suivre les résultats financiers ou peut-être également ce risque entre guillemets de l'arrivée du régulateur et du coup de ce genre de business? Alors je pense que les résultats financiers c'est une chose sur le court terme, mais les marchés sont toujours plutôt dans une posture d'anticipation et même si les résultats financiers sont bons, ce qui va vraiment compter ça va être
quelle va être la posture du régulateur, quels vont être les enjeux, est-ce qu'on ne va pas limiter les ventes de données, est-ce que c'est vraiment, voilà, je pense que l'impact viendra avant tout de là, et on peut aussi se poser la question sur le plan fiscal. Donc là, ça ne dépend pas forcément des États-Unis, mais c'est un peu plus global. Et c'est vraiment le sujet de préoccupation aujourd'hui. Et ensuite, on verra, bien entendu, comment ça se répercute dans les chiffres. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis, on va parler rapidement de l'Europe. L'Europe qui a un taux d'inflation annuel de la zone euro qui bondit en mars à 1,4% contre 1,1% en février. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut en conclure ou qu'est-ce que ça peut nous évoquer? Alors, le chiffre est intéressant parce qu'il note une large progression, mais il reste à nuancer. Essentiellement, il faut bien prendre en compte un effet saisonnier et donc le décalage, c'est un petit peu technique, mais des vacances de Pâques par rapport à l'année dernière. Et donc, qui ont permis de soutenir les prix en mars de cette année comparativement en mars de l'année précédente. Et donc, on peut se dire, voilà, le chiffre est encourageant, il y a une progression, mais néanmoins, nous pensons qu'en avril, on devra avoir une normalisation. Autre point intéressant, c'est la composante corps qui est vraiment la composante la plus regardée. On était resté sur des niveaux de 1% rythme annuel, donc qui est toujours en dessous de l'objectif, de la prévision que s'était fixée la Banque centrale pour cette année, qui était de 1,1. Donc des chiffres qui, voilà, montrent encore que voilà, la remontée de l'inflation en Europe sera plutôt graduelle, comme cela attend la Banque centrale, et qui ne change pas forcément sa manière de voir les choses à court terme. Donc pour l'instant, on reste, pour conclure, Christophe Barrot, sur une stratégie similaire de la BCE aujourd'hui en Europe? Complètement, voilà. Donc on attend une remontée progressive de l'inflation. On aura potentiellement, nous on pense, une extension du quantitative easing donc jusqu'à la fin de l'année et une remontée des taux qui ne devrait pas intervenir avant le deuxième trimestre de l'année 2019. Merci beaucoup Christophe Barrot. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities.